Oh, c'est l'heure du conteur. C'est l'heure du conteur. C'est l'heure du conteur. Bienvenue, chère auditrice et chers auditeurs. C'est moi, le conteur. Je suis sur le point de pousser la porte du royaume de la fantaisie. Veux-tu m'y accompagner, toi aussi? Alors, allons-y. Là, bien loin au-delà des montagnes et des mers, où se côtoient ogres et sorcières, nobles princes et humbles bergères. Contes, mythes, légendes et classiques de la littérature, ils n'attendent que toi. N'aie pas peur, c'est l'heure du conteur. Raison et sentiment. Chapitre 1. La mort de Monsieur Dashwood. La nuit enveloppait Norland Park dans un silence pesant. À la lueur tremblante des bougies, Henry Dashwood gisait, le souffle court, le visage livide. À son chevet, sa femme lui tenait les mains, immobile, le regard embué de larmes. « John n'est-il pas encore arrivé ?» murmura-t-il. « Il sera là d'un moment à l'autre, mon bien-aimé, » répondit madame Dashwood avec douceur. Il soupira, la douleur crispant ses traits. « Nos filles, j'ai si peu laissé pour elles. » Son épouse tenta de le faire taire, mais il poursuivit d'une voix rauque. « Elinor veillera sur vous, mais assurez-vous qu'elle trouve un bon mari. Les hommes ici sont tellement sots. » Ils échangèrent un sourire fragile. Madame Dashwood murmura. « Marianne trouvera son héros de roman. » Un poète romantique sans le sou, tant qu'elle l'aime. Et Margaret deviendra pirate, conclut M. Dashwood avec malice. Sa femme voulut rire, mais un sanglot l'en empêcha. Sur ces entrefaites, un serviteur pénétra dans la pièce et annonça l'arrivée de John. Henry Dashwood serra la main de sa femme. « Laissez-moi lui parler seul. Oh, ma chère, comme vous m'avez rendu heureux. » Elle sortit en silence. John prit sa place. « Père !» Henry Dashwood rassembla ses forces. « Norland te revient tout entier. Je m'en réjouis pour toi et pour Fanny. Mais ta belle-mère et mes filles n'ont presque rien. Tu dois les aider. » John resta muet. « Promets-le-moi, » supplia Henry. « Je vous le promets, père. » Un apaisement passa sur le visage d'Henry. Puis sa respiration se fit courte et irrégulière. Pris de panique, John appela le médecin. Lorsqu'il revint, M. Dashwood s'était éteint. Chapitre 2. Une somme épineuse. Dans un quartier élégant de Londres, une calèche attendait, chargée de mal. Non loin de là, dans un boudoir raffiné, John Dashwood, vêtu de noir, demeurait pensif, tandis que son épouse Fanny ajustait sa tenue devant le miroir. Elle se tourna brusquement vers lui. « Qu'entendez-vous par les aider ?» Pris de court, John répondit. « Je pensais leur donner 3000 livres. Les intérêts leur assureraient ainsi un revenu convenable. » Fanny se figea, puis lança d'un ton sec. « Bien plus que convenable, en effet. » À Norland Park, Mrs. Dashwood rassemblait frénétiquement ses affaires. La chambre était en désordre, ses gestes précipités et ses joues baignées de larmes. « Être une simple visiteuse dans ma propre maison !» s'indigna-t-elle. Sa fille Elinor tenta de la calmer. « Nous n'avons nulle part où aller, maman. » Mais Mrs. Dashwood, furieuse, imaginait déjà l'arrivée de John et de sa femme, suivie d'une armée de parents prêts à les chasser. N'y tenant plus, elle s'effondra en sanglots. Elinor, douce mais ferme, promit de chercher une nouvelle maison et la pria d'endurer leur présence jusque-là. Pendant ce temps, Fanny et John quittaient Londres en voiture. Après un long silence, John proposa. « 1500 livres, alors. » Fanny répliqua aussitôt. « Quel frère ferait autant pour des demi-sœurs ?» Hésitant, John suggéra ensuite une rente annuelle, puis recula encore. 100 livres par an à leur mère, tant qu'elle vit. Mais si elle devait vivre plus de 15 ans, nous serions à sa merci. Les gens semblent toujours vivre éternellement lorsqu'il y a une rente à leur verser. Votre père n'imaginait sûrement rien de plus qu'un présent occasionnel. À nouveau, votre perspicacité vous donne raison, ma chère. 20 livres de temps en temps,
suffiront amplement à remplir ma promesse. Et pourquoi 4 femmes auraient-elles besoin davantage? Pas de voiture, peu de domestiques, aucune réception. Elles seront parfaitement à leur aise, mon bien-aimé. Convaincu, John conclut: Nous leur enverrons quelques faisans à la saison de chasse. Votre père serait fier de vous, répondit Fanny avec un sourire approbateur. Chapitre 3. Un dîner pesant. Dans le grand salon de Norland, Marianne, penchée sur le piano, laissait couler une musique d'une tristesse poignante. Elinor s'arrêta sur le seuil. « Marianne, ne pourrais-tu pas jouer autre chose? Maman pleure depuis ce matin. » Sa sœur, absorbée dans sa douleur, feuilleta distraitement ce recueil de partitions et se mit à jouer un nouvel air, tout aussi lugubre que le précédent. « Je voulais dire quelque chose de moins funèbre, ma chère, » soupira Elinor. Comme Marianne faisait la sourde oreille, Elinor baissa la tête et sortit dans le parc. Au pied d'un grand chêne, elle leva les yeux vers une cabane. « Margaret, descends, je t'en prie. John et Fanny vont arriver d'une minute à l'autre. »« Pourquoi viennent-ils vivre ici ?» demanda la voix boudeuse de l'enfant. « Parce que les maisons passent de père en fils, » expliqua Elinor patiemment. « La loi le veut ainsi. Si tu viens à la maison, nous pourrons admirer ton atlas. »« Ce n'est plus le mien, » répliqua Margaret avec amertume. Elinor battit en retraite et descendit aux cuisines où les domestiques étaient rassemblés. « Je suis au regret de vous annoncer que nous cherchons un nouveau foyer, » annonça-t-elle avec peine. « Lorsque nous partirons, seuls Thomas et Betsy nous accompagneront. » Puis elle ajouta d'un ton d'excuse: « Nous sommes certaines que la nouvelle Mrs. Dashwood sera une maîtresse juste et généreuse. » John et Fanny arrivèrent plus tard dans l'après-midi. À peine Fanny eut-elle posé le pied sur le sol de Norland qu'elle se mit à parcourir le domaine, multipliant les remarques sur la conservation des lieux. Mrs. Dashwood la salua avec froideur et se garda de tout commentaire. Le soir venu, la famille se retrouva à dîner, à l'exception de Margaret, qui semblait s'être volatilisée. À la lueur des chandelles, Betsy servait en silence. On n'entendait que John mastiquer bruyamment. De sa chaise, Marianne foudroyait Fanny du regard, tandis que Mrs. Dashwood se tenait droite, digne dans sa douleur. Elinor tenta de maintenir la paix. « Comment se porte Mrs. Ferrars ?» s'enquit-elle. « À merveille, » répondit Fanny avec une politesse feinte. « Robert est avec elle à Londres. C'est le célibataire le plus en vue de la saison. » D'un geste hautain, elle refusa le potage que lui proposait Betsy. Elinor poursuivit. « Vous avez 2 frères, n'est-ce pas ?»« En effet. Édouard, l'aîné, nous rejoindra bientôt de Plymouth. » Mrs. Dashwood échangea un regard appuyé avec Elinor. John s'empressa d'ajouter « Si cela vous convient, bien sûr. » Sa belle-mère répondit fébrilement. « Mon cher John, vous êtes désormais maître en ces lieux. » Chapitre 4. Edward Ferrars. Le lendemain matin, Marianne trouva Elinor occupée à soigneusement emballer de petits paquets. « Fanny cherche la clé de l'argenterie, » lança-t-elle sèchement. « Betsy doit l'avoir sur elle, » répondit Elinor calmement. « Elle souhaite sans doute faire un inventaire. »« Elle veut surtout s'assurer que nous ne lui volions rien, » répliqua Marianne farouchement. Ce disant, elle s'approcha de la table. « Que fais-tu là ?» Elinor leva les yeux. « Ce sont des cadeaux pour les domestiques. As-tu vu Margaret? Elle semble introuvable. »« Quelle chance elle a !» soupira Marianne. « Elle peut au moins échapper à Fanny. » Peu après, elles gagnèrent la salle à manger. Fanny s'y trouvait déjà et glissa d'une voix mielleuse. « Mon frère Edward arrivera demain. Je pensais lui offrir la chambre de Margaret. La vue y est incomparable. » Marianne, ulcérée, claqua sa tasse sur la table et lança un regard courroucé à Elinor. Un peu plus tard, dans la chambre de Margaret, Elinor et Marianne s'affairaient à retirer ses jouets éparpillés. « Quelle femme insupportable !» s'exclama Marianne bouillonnante. Elinor soupira et, d'une voix lasse, répondit « Il n'y a qu'une consolation. Si Édouard est semblable à Fanny, nous serons bien heureuses de quitter cette maison. » Pendant ce temps, au bout de l'allée de gravier qui menait à la demeure, un cavalier approchait d'un pas tranquille. C'était Édouard Ferrars. Ses traits étaient beaux, mais semblaient trahir une certaine gravité,
alors qu'il contemplait la façade élégante de Norland Park. Lorsqu'il pénétra dans le salon, la lumière douce du matin baignait la pièce. Tout le monde était réuni, à l'exception de Margaret qui, comme toujours, manquait à l'appel. Fanny le présenta avec une emphase qui sembla l'embarrasser au plus haut point, mais il s'inclina respectueusement devant Mrs. Dashwood et ses deux filles. Marianne lui lança d'un ton faussement innocent. « Comment trouvez-vous votre vue, monsieur Ferrars ?» Elinor, inquiète, jeta un regard appuyé à Edward, qui répondit néanmoins avec amabilité. « Elle est splendide. Vos écuries sont d'une élégance remarquable, Mrs. Dashwood. » Fanny le reprit d'un ton irrité. « Les écuries ? Edward, vos fenêtres donnent sur le lac. » Son frère eut un léger sourire. « Une erreur d'inattention, Fanny. On m'a conduit dans la mauvaise chambre. J'ai rectifié la situation et je suis désormais confortablement installé dans les appartements d'invités. » À ces mots, Marianne et Elinor échangèrent un regard de surprise, tandis que Mrs. Dashwood adressait un sourire chaleureux à Edward. Fanny, elle, pinça les lèvres. Plus tard dans l'après-midi, Elinor et sa mère examinaient des annonces de maison. À cet instant, Edward glissa sa tête dans l'embrasure de la porte. « Veuillez me pardonner, mais je crois avoir trouvé la cachette de votre sœur Margaret. » Étonné, Elinor le suivit dans la bibliothèque, où il engagea une conversation absurde sur la géographie jusqu'à ce que Margaret surgisse de sa cachette, brandissant son atlas et corrigeant tout le monde avec fierté. Édouard se présenta avec un sourire sincère et échangea un regard complice avec Elinor. Plus tard, Édouard joua au pirate avec Margaret dans le jardin, sous l'œil amusé d'Elinor. À son retour, il la trouva émue aux larmes, écoutant Marianne jouer du piano. « C'était le morceau préféré de mon père », murmura-t-elle d'une voix tremblante. Il lui offrit un mouchoir brodé de ses initiales, puis l'invita à marcher. Côte à côte, ils devisèrent longuement. Du haut de sa fenêtre, Mrs. Dashwood les observa avec attendrissement. Au bord du lac, Édouard confia son désir d'une vie simple, loin de Londres et des ambitions de sa mère. « J'aurais voulu entrer dans l'église, » avoua-t-il doucement. « Ne rien choisir, n'avoir aucune perspective ?» répondit Elinor. « Voilà ce que nous partageons. »« À ceci près que j'hériterai, » admit-il. « Peut-être que Margaret a raison, et que la piraterie reste l'option la plus viable. » Leurs rires se mêlèrent au chant des oiseaux, tandis que les cygnes dessinaient des cercles gracieux sur la surface de l'eau. Chapitre 5 – D'estime et d'amour. Après le dîner, John et Fanny se plongèrent dans des plans d'aménagement. Dans le salon, Édouard lisait à voix haute, tandis qu'Elinor brodait. Mrs. Dashwood et ses filles écoutaient poliment, à l'exception de Marianne, qui faisait preuve d'une agitation de plus en plus perceptible. D'une voix monocorde, Édouard acheva la lecture d'un poème et Marianne bondit. « Non, Édouard, ressentez le désespoir du poète, essayez à nouveau. » Confus, il se tourna vers Elinor, qui, d'un bref regard, l'encouragea, et il reprit sa lecture. Le lendemain, Marianne entra précipitamment chez sa mère, une lettre à la main. « Maman, regardez !» Mrs. Dashwood lut à voix haute. Sir John Middleton leur offrait une maison à Barton Cottage. L'émotion la gagna, mais elle hésita. « Ne nous hâtons pas. Elinor n'a pas encore vu cette lettre, n'est-ce pas ? Bien, car je pense qu'Édouard et Elinor ont peut-être formé un attachement. Il serait cruel de les séparer si tôt, et le Devonshire est si loin. » Marianne, troublée, répliqua. « Édouard est bien aimable, mais il est si réservé. Aimer, c'est brûler, comme Roméo et Juliette, ou comme Héloïse et Abélard. » Mrs. Dashwood sourit tendrement. « Ces passions-là finissent rarement bien, ma chère. »« Mourir par amour serait une fin glorieuse, » déclara Marianne. Sa mère l'enlaça en riant. « Oh, je crains que tu ne sois un peu trop romanesque, ma douce enfant. » Cette nuit-là, Elinor ne trouvait pas le sommeil lorsque Marianne entra, récitant un poème avec emphase. L'amour est-il fantaisie ou folie ? Puis, d'un saut impressionnant, elle bondit sur le lit de sa sœur en riant. « Oh, quel dommage qu'Édouard manque tant de passion !»« C'est toi qui l'as rendu nerveux, » répliqua Elinor. « Et pourtant tu l'apprécies. »« Je l'estime, » répondit Marianne prudemment. « Voilà un portrait dithyrambique.
ironisa Elinor. Marianne se fit soudain grave. « Comment ferais-je sans toi ?»« Sans moi ?» répéta Elinor troublée. « Oh, promets-moi de ne pas vivre trop loin !» Elinor tenta de nier tout engagement, mais Marianne la fixa. « L'aimes-tu » Après un instant de réflexion, Elinor répondit avec mesure qu'elle le tenait en haute estime. Mais devant l'expression ulcérée de sa sœur, elle l'ajouta précipitamment. « Je me limiterai à reconnaître que mes sentiments sont bien plus forts que ce que j'ai laissé entendre. » Satisfaite, Marianne sourit. « L'amour est-il fantaisie, folie ou fer à ars ?»« Va te coucher, » répliqua Elinor. Restée seule, elle demeura longtemps éveillée, méditant les paroles de sa sœur. Chapitre 6. Barton Cottage. Dans la salle du petit déjeuner, Fanny observait le jardin d'un air faussement distrait. En contrebas, Elinor et Édouard marchaient côte à côte, absorbés dans une conversation intime. Mrs. Dashwood la rejoignit, le visage rayonnant. « Nous sommes si heureuses que vous ayez invité Édouard à Norland. C'est un jeune homme charmant. » Fanny répondit d'un ton pincé. « Nous plaçons de grands espoirs en lui. Notre mère attend beaucoup de sa carrière et de son mariage. » Mrs. Dashwood haussa légèrement les sourcils. « Bien entendu, mais j'ose espérer qu'elle souhaite avant tout qu'il se marie par amour. » Fanny eut un sourire mauvais. « L'amour est un beau ressenti, mais hélas, nous ne pouvons pas toujours nous y fier. Édouard est exactement le genre de jeune homme au cœur généreux sur lequel des femmes sans ressources peuvent facilement jeter leur dévolu. Une fois engagé dans quelque accord, il serait incapable de se rétracter, et notre mère lui retirerait aussitôt tout soutien. » Indignée, Mrs. Dashwood se contenta de répondre avec froideur. « Je vous comprends parfaitement. » Puis, le menton haut, elle tourna les talons. Mrs. Dashwood ne reparut qu'à l'heure du déjeuner, moment qu'elle jugea opportun pour annoncer son intention de partir séance tenante dans le Devonshire. Édouard pâlit. « Vous partez si tôt ? Nous ne pouvons plus nous imposer, » répondit-elle doucement. Margaret s'écria. « Édouard viendra avec nous !»« J'aimerais tant, » bredouilla-t-il. Mais sa sœur l'interrompit d'un ton sec. « Hélas, Édouard est attendu en ville depuis longtemps par notre mère. » Mrs. Dashwood l'ignora et se tourna vers le jeune homme. « Vous serez toujours le bienvenu à Barton Cottage, Édouard. » Après le repas, Elinor se rendit aux écuries pour dire adieu à son cheval. Édouard les rejoignit, visiblement nerveux. « Elinor, je dois vous parler. » Elle retint son souffle, tandis qu'il se lança maladroitement dans une explication confuse sur son éducation à Plymouth, évoquant un certain Monsieur Pratt, quand la voix de Fanny retentit. « Te voilà, Édouard. Allons, tu n'as pas un instant à perdre. Tu es attendu à Londres sur le champ. » Visiblement embarrassé, il s'excusa auprès d'Elinor. Puis, sans un mot de plus, il emboîta le pas à sa sœur, laissant Elinor seule, le cœur serré et l'esprit plein de doutes. Dans l'après-midi, sous un ciel lourd, la famille Dashwood monta en voiture. Fanny et John les regardèrent partir avec satisfaction. La pluie accompagna leur route silencieuse. « Édouard a promis d'apporter l'atlas, » annonça Margaret avec espoir. « Je suis certaine qu'il le fera très vite, » acquiesça Marianne en souriant tristement. Mrs. Dashwood observa Elinor sans mot dire. À l'approche de Barton Cottage, le paysage devint morne. La maisonnette, basse et isolée, contrastait cruellement avec Norland. À peine arrivées, elles furent accueillies par l'enthousiasme tonitruant de Sir John Middleton et de sa mère, Mrs. Jennings. « Chère dame, je vous le dis sur ma parole, vous êtes là, vous êtes enfin là !» Mrs. Jennings, le visage tout en rondeur et les yeux pétillants, demanda d'un ton enjoué. « Oh, le voyage a-t-il été supportable, mes pauvres âmes ?» Ils parlèrent sans reprendre haleine, promettant dîner quotidien et visites incessantes. Marianne profita de l'agitation pour s'éclipser. Elle monta les escaliers, inspecta les chambres dépouillées, puis redescendit le visage fermé. La nuit venue, Elinor et Marianne grelottèrent sur leurs draps rêches, le vent gémissant autour du cottage. Tout serait désormais bien différent. Chapitre 7.
le mystérieux F. Le soleil illuminait la salle à manger où étaient rassemblés les nouveaux voisins. Sir John, radieux comme à son habitude, s'inquiéta à voix haute. « Mais où donc est passé Brandon? J'espère qu'il n'a pas estropié son cheval. » Mrs. Jennings, infatigable, causait avec l'aisance d'un général sur son champ de bataille. « Le colonel Brandon est le célibataire le plus en vue du comté. Il est forcément destiné à l'une de vous. Bien sûr, il est plus de l'âge de Miss Dashwood, mais je parie qu'elle a laissé son cœur dans le Sussex, n'est-ce pas ?» Marianne lança à Elinor un regard effaré, aussitôt capté par Mrs. Jennings, qui s'exclama ravie. « Oh, je vois, Miss Marianne, je crois avoir découvert un secret. » Sir John éclata d'un rire tonitruant. « Oh, mère, vous avez déjà flairé un secret? Vous êtes pire que mon meilleur limier. » Mrs. Jennings, enhardie, s'acharna. « Alors, quel genre d'homme est-ce, Miss Dashwood? Boucher, boulanger, fabricant de chandelles? Oh, je découvrirai son identité, vous le savez bien. Oh. » Elinor s'efforça de demeurer impassible sous l'insistance de son hôtesse. À ses côtés, Marianne était médusée, tandis que Margaret suivait la scène très amusée. « Allons, donnez-nous un indice, » gloussa Mrs. Jennings. « Porte-t-il un uniforme ?» Alors Margaret, avec cet aplomb si propre aux enfants, déclara « Il n'a pas de profession !» Les rires fusèrent. Marianne se redressa fulminante. « Margaret, tu sais très bien qu'il n'existe personne de tel. »« Il existe !» s'insurgea Margaret. « Et son nom commence par un F. » Elinor baissa les yeux sur son assiette. Immédiatement, Sir John et Mrs. Jennings passèrent en revue tous les noms auxquels ils pouvaient penser. N'y tenant plus, Marianne se redressa et demanda d'une voix tranchante « Sir John, puis-je jouer de votre piano ?» Surpris, mais ravi, Sir John accepta bien volontiers et toute l'assemblée se réunit au salon de musique pour écouter Marianne jouer. Le crépuscule enveloppait Barton Park d'une lumière pourpre. Par les fenêtres ouvertes, la voix de Marianne s'éleva, pure et émouvante. Nul ne sembla remarquer la silhouette haute et sombre qui venait d'apparaître dans l'embrasure de la porte. Chapitre 8. Le colonel Brandon. La silhouette appartenait à un homme d'âge mûr, aux épaules légèrement voûtées et au visage grave. C'était le colonel Brandon. Il se tint immobile, comme hypnotisé par la voix de Marianne. Quand son chant cessa, les applaudissements fusèrent. Sir John, exubérant, l'aperçut enfin. « Brandon, où étiez-vous? Venez que je vous présente nos ravissantes voisines. » Mrs. Jennings ajouta d'un air espiègle. « Quel dommage, colonel, vous avez manqué le plus exquis des concerts. » Brandon s'inclina, réservé, et répondit simplement « Voilà qui est bien regrettable, en effet. » Elinor l'observa avec attention, intriguée par le mélange de réserve et de douleur que sa voix dégageait. « Approchez, Mrs. Dashwood, » reprit Sir John. « Le colonel Brandon et moi avons servi ensemble aux Indes, et je peux vous assurer qu'il n'y a pas d'homme plus honorable sur cette terre. »« Avez-vous vraiment été en Inde ?» demanda Margaret, les yeux écarquillés. « Comment était-ce là-bas » Sir John répondit d'un ton léger. « Chaud, très chaud. » Mais Brandon se pencha vers la jeune fille et murmura « L'air y est imprégné d'épices. » Margaret, satisfaite, esquissa un sourire rêveur. Sir John, toujours enjoué, se tourna alors vers Elinor. « Allons, Miss Dashwood, à votre tour de nous divertir. » Elinor, un peu embarrassée, tenta de refuser. « Oh non, Sir John, je ne... » Mais Sir John la coupa, hilar. « Et je parie que nous pouvons tous deviner dans quelle tonalité vous chanterez. » Sir John et Mrs. Jennings pouffèrent de rire, puis en chœur ils s'écrièrent « En fa majeur !» Leurs éclats de rire fusèrent, emplissant la pièce d'une joyeuse exubérance. Elinor, légèrement rougissante, se contenta de sourire timidement, alors que Marianne, piquée au vif, détournait le regard vers la fenêtre. Dans la calèche qui les ramenait à Barton Cottage, Marianne explosa. « Tu n'as aucun droit de colporter tes suppositions ignorantes, Margaret !» Sa petite sœur répliqua imperturbable. « Ce ne sont pas des suppositions, c'est toi qui me l'as dit !» Marianne protesta avec véhémence, mais Elinor se contenta de scruter la nuit par la fenêtre. « De toute façon, conclut Margaret avec un sourire, ils le rencontreront quand il viendra. » Un beau jour de printemps,
On organisa un déjeuner en plein air. Les voix résonnaient joyeuses. Le soleil dorait la pelouse et une brise fraîche faisait danser les fleurs dans les champs. Brandon conversait avec Mrs. Dashwood, mais ses traits s'éclairaient malgré lui lorsque, plus loin, Marianne riait en jouant aux quilles avec Sir John et Margaret. Mrs. Jennings donna un coup de coude à Elinor, chuchotant avec satisfaction. « Oh, le voilà entièrement transi d'amour. Voilà une union des plus réussies, car il est riche et elle est belle. » Elinor demanda, prudente. « Depuis combien de temps le connaissez-vous » Dieu du ciel, aussi longtemps que j'ai vécu ici. Son domaine, Delaford, n'est qu'à 4 lieues d'ici. Lui et John sont inséparables. Il n'a ni femme ni enfant. Elle se pencha soudain en baissant la voix. Il a une histoire tragique, vous savez. Il y a 20 ans, il s'était pris d'une jeune fille qui répondait au nom d'Elisa. Mais la malheureuse était pauvre camarade d'église, et la famille de Brandon s'opposa à leur union. Elinor, curieuse, demanda « Qu'est-il advenu de cette femme ?» Oh, elle est passée de main en main et a disparu des cercles de la bonne société. Quant à Brandon, il est parti aux Indes. C'est là qu'il a rencontré John. À son retour, il a cherché Elisa partout avant de la retrouver mourante dans une misérable pension. Mais regardez-le maintenant, si attentif. Je vais tenter une petite expérience. Alarmée, Elinor s'exclama. « Oh non, non, je vous en prie, Mrs. Jennings, laissez donc le pauvre colonel tranquille. » Non, c'est justement ce qu'il faut, protesta Mrs. Jennings avec malice. Tous les prétendants ont besoin d'un peu d'aide, ma chère. Elle l'agita la main et clama d'un ton joyeux. « Colonel Brandon !» Brandon leva la tête surpris. « Nous ne vous avons pas entendu jouer depuis bien longtemps. » Il haussa les épaules avec modestie. C'est qu'il y a parmi nous une musicienne bien plus talentueuse. D'un geste respectueux, il désigna Marianne. Mrs. Jennings bondit sur l'occasion. « Miss Marianne, notre cher Brandon adore la musique. Il joue très bien du pianoforte. Jouez-nous donc un duo. » Le regard de Brandon, presque suppliant, se posa sur Mrs. Jennings, qui l'ignora avec entrain. « Allons, je parie que vous connaissez autant d'air mélancolique que Miss Marianne. » Cette dernière se leva brusquement. « Je ne connais pas de duo. Pardonnez-moi, colonel. » Et elle s'éloigna vivement, laissant derrière elle Brandon immobile et Mrs. Jennings imperturbable, déjà prête à recommencer. Chapitre 9. Willoughby. Les Dashwood prirent bientôt congé. De retour au cottage, Marianne s'écria d'un ton exaspéré. « Oh, n'aurons-nous jamais un instant de paix ? Le loyer de ce logis est peut-être bas, mais les conditions sont insupportables. » Elinor tenta de l'adoucir. « Mrs. Jennings est riche, sa fille est mariée. Elle n'a rien d'autre à faire que de trouver des maris à tout le monde. »« Même ce vieux colonel n'est pas à l'abri des manœuvres de cette intrigante, » maugréa Marianne. « Si le colonel Brandon est vieux, » répliqua Mrs. Dashwood, « alors je suis à l'article de la mort. » À cet instant, Betsy passa la tête par la porte. « Un paquet est arrivé pour vous, Miss Dashwood. » Tout le monde se rassembla dans le salon. Un grand colis trônait sur la table, et Margaret, frémissante d'impatience, se précipita sur lui. Quelle ne fut sa consternation lorsqu'elle en extirpa un grand atlas. Mrs. Dashwood et Marianne se tournèrent vers Elinor, consternés, tandis que Margaret bredouillait. « Mais Édouard avait dit qu'il le rapporterait lui-même. » Une lettre était posée sur l'atlas. Mrs. Dashwood la lut à haute voix. « Chère Mrs. Dashwood, Miss Dashwood, Miss Marianne et Capitaine Margaret, c'est un grand plaisir pour moi de restituer cet atlas à son propriétaire légitime. Hélas, des affaires à Londres ne me permettent pas de l'accompagner, bien que cela me peine plus que vous ne pouvez l'imaginer. Pour l'instant, mes souvenirs de votre bonté doivent me suffire, et je reste à jamais votre dévoué serviteur. E.C. Ferrars. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Elinor lutta pour ne rien laisser paraître. Mrs. Dashwood lança à Marianne un regard implorant. Sa fille hocha la tête et prit la main de Margaret. « Viens, Margaret, nous allons nous promener. »« Il n'en est pas question. J'ai déjà fait une promenade aujourd'hui, » protesta Margaret. « Et de plus, il ne va pas tarder à pleuvoir, » ajouta-t-elle en désignant le ciel gris qui s'obscurcissait. Marianne enfila son chapeau d'un geste décidé et l'entraîna vers la porte. « Il ne pleuvra pas. »
Tu dis toujours ça, et puis il pleut à chaque fois, maugréa Margaret. Quand la porte claqua derrière elle, Mrs. Dashwood s'approcha d'Elinor, inquiète. « Il doit te manquer, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas fiancés, maman. Mais il t'aime, Elinor, j'en suis certaine. » Elinor baissa les yeux. Même s'il éprouvait quelque inclination, il serait insensé d'y répondre. Une telle union serait semée d'obstacles. Elle inspira profondément, puis ouvrit le registre des comptes et fit mine de se replonger dans ses chiffres. Mrs. Dashwood n'eut pas le courage d'insister. Dehors, Marianne avançait un pas vif, traînant Margaret derrière elle. Le vent s'était levé, le ciel s'était assombri, mais Marianne semblait exultante. « Y a-t-il au monde plus grande félicité ?» s'écria-t-elle. Elle n'eut pas plutôt prononcé ces paroles que les premières gouttes vinrent s'écraser sur les deux sœurs. « Je te l'avais dit, » répondit Margaret morose. « Baliverne, regarde là-bas, un coin de ciel bleu. Courons vers lui. » Tout sourire, elle s'élança à toutes jambes. Margaret la suivit en trébuchant. Le sentier devint glissant, la pente plus rude, et Marianne, emportée par son élan, perdit pied. Elle bascula, roula dans la boue et s'affaissa avec un cri, la main sur sa cheville. Le tonnerre gronda. La brume monta, épaisse, avalant les arbres et les repères. Très pâle, Marianne murmura, haletante. « Miséricorde, Margaret, je ne peux pas me relever. Vite, va chercher de l'aide. » Margaret acquiesça et courut dans le brouillard avant de s'arrêter net. De la brume surgit un cheval puissant, le poitrail fumant. Un cavalier le montait, élégant et assuré. Il tira sur les rênes et mit pied à terre d'un bond habile. « Êtes-vous blessé ?» demanda-t-il le front soucieux. « Ce n'est que mon pied, » souffla Marianne fascinée. Il s'agenouilla et examina la cheville avec une main experte. « Elle n'est pas cassée. Permettez-moi de vous escorter jusqu'à chez vous. » Et sans hésiter, il souleva Marianne dans ses bras. Quand le cottage apparut enfin, Margaret partit en avant à bout de souffle. « Elle est tombée, et il a porté !» Mrs. Dashwood et Elinor surgirent sur le seuil. Sous la pluie battante, un homme approchait, Marianne dans les bras. « Marianne !» s'écria Mrs. Dashwood. Elinor, toujours efficace, guida l'inconnu. « Par ici, monsieur. Margaret, ouvre grand la porte. Marianne, comment te sens-tu » L'inconnu déposa Marianne sur le sofa avec douceur. « Ce n'est qu'une entorse, l'os est intact, » déclara-t-il. Tremblante d'émotion, Mrs. Dashwood le remercia 100 fois et le pria de s'asseoir pour se reposer. « Je m'en voudrais de laisser une mare derrière moi, » l'assura le jeune homme. « Permettez-moi plutôt de repasser demain après-midi pour m'enquérir de l'état de la patiente. » Au moment où il s'inclina pour partir, Marianne, fébrile, fit de grands gestes à sa mère et siffla « Son nom, son nom !» Mrs. Dashwood rattrapa l'inconnu dehors. « Monsieur, à qui devons-nous une si grande dette ?» Déjà en selle, il répondit avec un salut. « Monsieur John Willoughby d'Allenham, madame, à votre service. » Puis il tourna bride et disparut au galop, sa silhouette se fondant dans le brouillard. De retour au salon, Marianne, blême mais les yeux brillants, répéta le nom comme une incantation. « Monsieur John Willoughby d'Allenham. »« Quel homme impressionnant !» souffla Mrs. Dashwood. « Il m'a soulevé comme une plume, » murmura Marianne rêveuse. Elinor glissa avec ironie. « Est-il humain ?» Mais Marianne ne l'entendait déjà plus. « L'avez-vous vu, mère? Tant de noblesse, tant d'esprit. »« Et d'éloquence, » ajouta Elinor, un sourire en coin. « Il a prononcé 10 mots tout au plus. »« Et il revient demain !» s'exclama Marianne, soudain toute rose d'excitation. Elinor la regarda avec tendresse. « Tu ferais mieux de te changer, Marianne, ou tu prendras froid. »« Peu m'importe de prendre froid, quand un tel homme existe !» répondit Marianne avec ferveur. « Tu t'en soucieras davantage quand ton nez aura triplé de volume, » répliqua Elinor. Marianne jugea la remarque sensée. « Tu as raison, Elinor, aide-moi !» Ensemble, elles quittèrent la pièce. Margaret, elle, se pencha vers sa mère, pressante. « Crois-tu qu'ils seront mariés avant Édouard et Elinor ?» Mrs. Dashwood leva les yeux au ciel, réprimant un sourire. « Ma parole, tu es pire que Mrs. Jennings. » Ainsi s'achève la première partie de Raison et Sentiment, adaptée pour l'heure du conteur d'après le roman de Jane Austen. Si cette vidéo t'a plu,
N'hésite pas à la liker et à t'abonner à cette chaîne afin de ne rater aucune de nos excursions dans le monde merveilleux des contes, des mythes et des classiques de la littérature. À bientôt!